Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette synthèse dédiée au cours d'action publique. Chapitre 1. Capitalisme, démocratie et bureaucratie. Programme. Les démocraties peuvent-elles se passer de la bureaucratie ? Pourquoi l'organisation bureaucratique, l'administration publique, pose-t-elle problème ? Origine et caractéristiques de la bureaucratie, les trois formes de légitimité du pouvoir, les caractéristiques du modèle bureaucratique selon Weber. Les dysfonctions, école fonctionnaliste, etc. Le cercle vicieux bureaucratique, Crozier. Critique sur le coût-rendement, Niskanen. Street level bureaucratie, Lipski. L'existence d'un paradigme post-bureaucratique, NGP. Et enfin, l'équilibre entre bureaucratie, démocratie politique et économie de marché. Les démocraties peuvent-elles se passer de la bureaucratie ? Pourquoi l'organisation bureaucratique pose-t-elle problème ? Un article relatif à la bureaucratie, intitulé « La bureaucratie a changé, elle est partout », est disponible aux pages 2 et 3 de la synthèse. Question. Qu'entend-on par bureaucratie ou comportement bureaucratique dans l'article ? Donnez des exemples. Il s'agit d'une forme de cadrage de l'action. L'idée est de canaliser des comportements, l'idée de maintenir l'ordre. On retrouve également une hiérarchie. Par exemple, l'étudiant qui doit s'inscrire pour ses examens, il doit suivre les conditions données par l'UCL. Il y a une idée d'impersonnalité. Par exemple, tous les étudiants doivent suivre la même règle. Quels sont les méfaits ou conséquences involontaires de l'organisation bureaucratique de nos sociétés dénoncées par l'auteur ? À l'opposé, pourrait-on relever certaines vertus de la bureaucratie comme mode d'organisation ? Les mauvaises conséquences sont la multiplication des procédures et la difficulté des procédures, mais le point positif, c'est la rapidité, la neutralité et la prévisibilité. Qu'est-ce qu'un bureaucrate de guichet ? Qu'est-ce que le pouvoir discrétionnaire dont il abuserait ? Il s'agit d'un fonctionnaire ayant un contact direct avec la population, policiers, assistants sociaux, etc. Ce sont des personnes qui font partie de l'autorité publique, mais qui sont en lien avec la population. Elles ont une action qui vise à contrôler le citoyen ou les entreprises. La déviation majeure des bureaucrates de guichet est le pouvoir discrétionnaire. C'est l'idée que le bureaucrate de guichet, même s'il se trouve dans une position subordonnée, dispose tout de même d'une certaine marge d'interprétation de la loi. Cette déviation peut alors mener à des situations d'inéquité. Par exemple, s'inscrire à l'examen en retard. Le bureaucrate répond qu'il n'y a pas de problème pour cette fois. Origine et caractéristiques de la bureaucratie. Lien entre démocratie, capitalisme et bureaucratie. Selon Weber, il existe deux manières d'atteindre le pouvoir, par la force, pouvoir puissance, ou par l'acceptation de l'autorité, pouvoir légitime. Il existe ensuite trois conceptions du pouvoir légitime, de la domination ou du contrôle social, selon Max Weber. Traditionnelle, légitimité ou autorité fondée sur des coutumes sanctifiées par leur validité immémoriale et par l'habitude enracinée en l'homme de les respecter. Charismatique, légitimité fondée sur la grâce personnelle et extraordinaire d'un individu. Et enfin, légale rationnelle, légitimité fondée sur la croyance en des règles établies rationnellement. Le système bureaucratique est en lien avec ce type de pouvoir. À chaque type de pouvoir légitime correspond une forme particulière d'organisation de la société, d'économie, de droit et d'administration. Il fait le lien entre système démocratique, économie de marché et administration bureaucratique. Démocratie et bureaucratie. Spanou nous dit : partant d'une définition de l'État par ce qui fait sa spécificité, à savoir le monopole de la contrainte légitime, la vision weberienne de l'administration correspond à une division stricte du travail politique. Élu,
fonctionnaires et citoyens se voient assigner des rôles bien circoncis dans une perspective de spécialisation et de professionnalisation. Les décisions reviennent aux politiques, leur exécution à la bureaucratie et la légitimation de l'ensemble aux citoyens en leur qualité d'électeurs. Fin de la citation. L'administration doit être au service de la démocratie. Cependant, son fonctionnement interne n'est pas forcément démocratique. Elle est également au service des citoyens, mais ceux-ci ne contrôlent pas directement l'administration. C'est ainsi que Weber justifie le lien entre démocratie et bureaucratie. Capitalisme et bureaucratie. Suleiman nous dit « Le capitalisme exige la réduction des incertitudes et une plus grande capacité à planifier et prédire sur la base d'un savoir technologique. » Fin de citation. À la fois une planification de l'économie et de la politique est nécessaire. La stabilité est le maître mot. Le pouvoir rationnel légal a justement ce rôle stabilisateur pour permettre ce développement de l'activité économique. La bureaucratie est le type d'administration le plus rationnel, c'est-à-dire le plus prévisible, d'où sa supériorité sur toute autre forme de type d'administration. On caractérise ce système politique d'inclusif. Les conditions d'existence du pouvoir légal rationnel. 1. Le droit doit être établi rationnellement en valeur et ou en finalité. Généralement, le droit protège les intérêts du groupe social. Les règles doivent donc être rationnelles en visant le bien-être de la société. 2. L'ordre juridique doit être impersonnel. Il faut donc éviter de favoriser un groupe de manière injustifiée, pas de privilèges. 3. La justice consiste en l'application de règles générales aux cas particuliers. 4. Le gouvernement, le chef, est tenu de respecter l'ordre impersonnel du droit et doit agir en conséquence. Le gouvernement et l'administration doivent donc agir dans le cadre de la loi. 5. Les citoyens n'obéissent qu'au droit. Les citoyens obéissent aux détenteurs de la fonction et non à la personne elle-même. Il y a une dissociation entre la personne et la fonction. 6. L'administration obéit au pouvoir politique et n'agit que dans le cadre de la loi pour réaliser les intérêts du groupe social. Toutes ces conditions peuvent être comprises comme une réaction à l'ancien régime où le groupe social, le bien-être de la société elle-même, était mise de côté. Les caractéristiques de la bureaucratie. 1. Les fonctions sont exercées de façon continue, ce qui est différent des fonctions politiques. Il est donc nécessaire d'avoir une permanence pour servir la société. 2. Elles sont exercées dans les limites d'une compétence qui définit les devoirs des fonctionnaires, leur pouvoir de commandement et les moyens de coercion et les conditions de leur utilisation. L'État dispose du monopole de la contrainte sur les citoyens. Cependant, pour éviter les comportements arbitraires, ces pouvoirs doivent être encadrés. 3. Il y a une hiérarchisation des fonctions ainsi qu'une centralisation du pouvoir de décision. Il s'agit du principe de la pyramide administrative, ministre, fonctionnaire supérieur, fonctionnaire inférieur, et de la responsabilité administérielle, agir au nom et pour le compte du pouvoir politique. 4. Une réglementation technique et formelle qui oriente et cadre l'activité de l'administration. Encadrement par la loi de l'activité administrative. 5. Les fonctionnaires ne possèdent pas les moyens mis à leur disposition pour effectuer leurs tâches. Ils mettent leurs compétences au service de l'État, mais ne possèdent pas les moyens donnés. 6. Les fonctionnaires ne possèdent pas leurs fonctions. 7. L'administration se base sur des documents écrits. Et 8. La structure administrative peut prendre plusieurs formes. Les caractéristiques des fonctionnaires. 1. Ils sont libres, ce sont des citoyens, et n'obéissent qu'aux devoirs objectifs de leurs fonctions. 2. Ils sont intégrés dans une hiérarchie strictement définie. 3. Ils possèdent des compétences bien délimitées. 4. Ils sont recrutés par concours selon le critère de la compétence.
5. Cela implique que la compétence est vérifiée au moyen d'un examen ou sur la base de diplômes, puis, le cas échéant, ils sont nommés et bénéficient d'une protection spécifique grâce à leur statut. 6. Ils reçoivent un traitement mensuel qui varie suivant le rang hiérarchique et la responsabilité liée à la fonction. Ils ont également une retraite. 7. Généralement leur fonction et leur activité principale afin d'éviter des conflits d'intérêts. 8. Ils ont la possibilité d'évoluer dans la hiérarchie en fonction de l'ancienneté et ou des prestations fournies, critères objectifs. 9. Ils ne possèdent ni les moyens d'administration ni leurs fonctions. C'est la séparation entre l'homme et la fonction. 10. Ils sont soumis à un contrôle et à une discipline rigoureuse. Critique de la théorie weberienne. 1. Les dysfonctions du modèle bureaucratique. Dysfonction. Lorsque les décisions prises dans une perspective rationnelle entraînent des conséquences secondaires qui vont à l'encontre des buts poursuivis. Suite à l'avènement du modèle weberien, l'administration bureaucratique s'est généralisée. Cependant, certains ont connu des modèles différents que celui purement décrit par Weber. La pratique a montré qu'au plus ce modèle s'appliquait, au plus on observait des modifications ainsi que des dysfonctions dans la mise en application de ce modèle pensé universel par Weber. Par exemple, dans un régime politique, quelles sont les 3 fonctions du pouvoir législatif ? Contrôle du gouvernement, adopter des lois et voter le budget. Le principe de l'annualité budgétaire. Les crédits, l'autorisation de procéder à des dépenses et percevoir des recettes, votées par le Parlement, ne sont valables qu'une seule année. En pratique, on observe que les administrations qui sont face à cette règle sont incitées à augmenter le rythme des dépenses de leur département en fin d'année, de peur qu'une partie de leur crédit soit retirée l'année prochaine. Maillot, organisation formelle et informelle. Ce dernier a étudié le fonctionnement des ateliers de la compagnie Western Electric, USA, 1930. Il met en évidence que les facteurs socioculturels et psychologiques, par exemple la reconnaissance de soi, l'entraide, la participation, etc., sont aussi importants que les conditions matérielles et formelles, par exemple le niveau de rémunération ou les règles disciplinaires, pour assurer ou augmenter la productivité dans les usines de production. Merton. Distinction des fonctions manifestes et latentes. La création et l'application de règles formelles répond à des conditions manifestes. L'uniformisation des actes administratifs favorise l'égalité de traitement. Les règles formelles permettent de lutter contre l'arbitraire et augmenter la prévisibilité des comportements. Et elles permettent de favoriser la rapidité d'exécution. Tout en générant des fonctions latentes, c'est-à-dire des conséquences involontaires et inconscientes. Rigidité dans les rapports avec les citoyens, attitude ritualiste, application mécaniste du règlement et protection de soi, et difficulté de s'adapter aux changements de la société. 2. Michel Croisier, Phénomène bureaucratique, 1964. Fonction manifeste. L'organisation bureaucratique permet de renforcer l'impersonnalité et donc de lutter contre l'arbitraire. Elle favorise l'égalité de traitement ainsi que l'efficience et l'efficacité de l'organisation administrative. Fonction latente. Éloigne les centres de décision de la base et isole ceux-ci des sources d'information. Les décisions sont prises sur la base de considérations théoriques ou d'informations partielles. Cette manière de procéder induit une inadaptation aux changements internes de l'organisation et à ceux de l'environnement et aboutit à un cercle vicieux. Cercle vicieux. Croisier s'inspire de Maillot et Merton et ajoute à leur théorie une dimension politique. Sa conclusion est que le système bureaucratique engendre un processus aboutissant à un blocage ou une crise. C'est ce qu'il appelle le cercle vicieux. Ce dernier prend racine dans les normes impersonnelles causant 3 grandes conséquences. Elles cadenassent les agents dans leurs fonctions, elles nécessitent une centralisation des décisions
c'est-à-dire que si l'on veut sauvegarder des relations impersonnelles, il faut que les décisions, qui ne sont pas prévues par les règles impersonnelles, soient prises à un niveau où les décisions ne sont pas soumises aux pressions personnelles de ceux qui seront affectés par ces décisions. Et enfin, elle crée des zones d'incertitude où apparaissent des pouvoirs parallèles. Le cercle vicieux. Les normes impersonnelles sont là pour cadenasser les agents dans leurs fonctions. Un schéma fléché relatif au cercle vicieux est disponible à la page 11 de la synthèse. La nécessité de centralisation des décisions amène à un dialogue de sourds. Les normes impersonnelles aboutissent à la centralisation des décisions qui ont deux conséquences. Le pouvoir de décision s'éloignera de plus en plus du niveau où les décisions sont exécutées et la priorité sera donnée aux problèmes de politique interne par rapport aux problèmes d'adaptation à l'environnement. Ces deux éléments auront eux-mêmes pour conséquence que ceux qui décident ne connaissent pas directement le problème et ceux qui les connaissent n'ont pas le pouvoir de décision. L'incertitude causée par les normes impersonnelles crée des zones d'incertitude amenant à des pouvoirs parallèles. Conclusion. Le pouvoir d'un individu, groupe, au sein d'une organisation ne dépend pas seulement des règles formelles qui délimitent son pouvoir, mais de sa capacité à contrôler une source d'incertitude déterminante pour la bonne marche de cette organisation. Les règles formelles ne peuvent contenir tout risque de pouvoir discrétionnaire et donc de comportement arbitraire, zone d'incertitude. Ces règles font nécessairement l'objet d'interprétations, synonymes de discrétion. Pour sortir de ce cercle vicieux, le sommet de l'organisation doit composer ou trouver des aménagements ou des arrangements locaux pour satisfaire les besoins de l'organisation et de ses membres. Dans le cas contraire, elle fera face à une paralysie. 3. La bureaucratie de guichet. L'exemple de Skies. Un article relatif à la bureaucratie de guichet concernant l'exemple de Skies est disponible à la page 14 de la synthèse. Question. Pour quelles raisons les contrôleurs aériens, qui créent des zones d'incertitude, selon la terminologie de Croisier, en interrompant l'activité par des grèves à répétition, sont-ils en mesure d'exercer un pouvoir parallèle ? Eh bien, ils créent des zones d'incertitude par des grèves à répétition et sont en mesure d'exercer un pouvoir parallèle puisqu'ils stoppent l'entièreté du système. Ils se retrouvent dans cette situation de pouvoir pour 3 raisons. Ils disposent du savoir-faire technique que la direction peut difficilement contrôler. Il s'agit d'une compétence difficilement remplaçable et Skies a le monopole belge, rendant l'entreprise irremplaçable et les contrôleurs aériens également par extension. À la phrase suivante, je cite, « À 2 reprises, le management et les syndicats ont conclu un accord social. Ceux qui n'ont pas signé l'accord le renient aujourd'hui. C'est inquiétant. On remet en cause le modèle de concertation sociale. » Fin de citation. Semble indiquer qu'on est face ici à un cercle vicieux tel qu'énoncé par Croisier. Tâchez de décrire cette situation de cercle vicieux. Le syndicat et la direction ont conclu un accord social, règle formelle, mais qui n'est pas concluant. On se retrouve donc dans un cercle vicieux, car les 2 organisations ont beau proposer de nouveaux accords, les contrôleurs aériens restent insatisfaits et refusent ce qui leur est proposé. Caractéristiques des situations de bureaucratie de guichet, Buffa 2016. 1. Les agents sur le terrain travaillent dans un contexte organisationnel aux ressources limitées face à la diversité des besoins sociaux. 2. Les agents sur le terrain font face à des objectifs à atteindre, ambigus ou contradictoires. 3. La hiérarchie sait difficilement mesurer ou contrôler leur travail. 4. Les usagers sont dans une position de relative faiblesse vis-à-vis des agents, asymétrie d'information, dépendance. 5. La nature du travail de ces agents de terrain les amène fréquemment à prendre des décisions quant à l'allocation de ressources. La critique du modèle weberien porte sur 3 points majeurs. Le pouvoir de discrétion du bureaucrate de guichet, en opposition avec le principe de neutralité ou objectivité dans l'application des règles. L'inversion hiérarchique, décision ou initiative qui peuvent venir de la base et non pas seulement du sommet.
Et enfin, les dilemmes auxquels sont confrontés ces agents de terrain. Neutralité ou objectivité dans l'application des règles, en opposition aux situations particulières des usagers, et besoins sans fin à satisfaire, opposés aux ressources limitées octroyées aux agents. 4. Public choice, le conflit entre démocratie et bureaucratie, approche économique de la critique du modèle weberien. Contexte. 1974 et 1979, double choc pétrolier, donc impact sur les coûts de production et ralentissement de la croissance. Réaction des gouvernements, politique keynésienne, explosion des dépenses publiques afin de relancer l'économie, mais déficit et dette publique qui augmentent. Arrivée au pouvoir de Reagan aux USA et de Thatcher au Royaume-Uni. Donc, courant d'inspiration néolibérale qui développe une critique radicale de l'interventionnisme étatique et image très négative du fonctionnaire. C'est la fin de la politique keynésienne. Point de départ du courant néolibéral. Une approche fondamentalement microéconomique. La préoccupation centrale est le contrôle sur la quantité et qualité du service produit par l'organisation publique. Le risque de gaspillage est présent puisqu'il n'y a pas de marché au sein des organismes publics car la plupart sont en situation de monopole. Il n'y a donc pas de prix indicatif pour la consommatrice lui permettant de considérer le service comme trop cher ou bon marché. Cela entraîne une perte de choix pour le citoyen ainsi qu'une dépendance. Les individus opèrent des choix en vue de satisfaire leur intérêt personnel. La poursuite de l'intérêt général par les agents n'est pas acquise d'emblée comme le sous-entend Weber. Il n'analyse que le comportement des bureaux et leurs relations, pas les préférences personnelles des bureaucrates. Or, il n'y a pas de comportement désintéressé de la part du fonctionnaire, bureaucrate. Comment éviter ou contrôler que ceux-ci n'utilisent leur marge d'autonomie pour agir dans leur propre intérêt? Le public choice, une nouvelle économie publique. Le raisonnement de ces économistes. Analyse des bureaucrates dirigeants. Ils visent avant tout des fonctionnaires d'un certain niveau, responsables d'un service et auxquels on donne des moyens financiers pour mettre en œuvre des politiques publiques. Ce sont ce qu'on peut qualifier des chefs de service, dirigeants des bureaux. Ils définissent les bureaux comme des organismes offrant des biens et services dans le cadre d'une enveloppe budgétaire forfaitaire qui leur est attribuée par le Parlement. Distorsion. Ils constatent des distorsions entre les buts de l'organisation et l'intérêt personnel du fonctionnaire. Ces fonctionnaires disposent de marges d'autonomie pour maximiser leur propre intérêt liés aux ressources qu'ils contrôlent, c'est-à-dire en fonction du bureau qu'ils occupent. Augmentation du budget discrétionnaire. Ces fonctionnaires auront tendance à vouloir augmenter le budget discrétionnaire, menant à une surproduction de biens et de services, causant un gaspillage de ressources pour l'économie. Comment se fait-il qu'ils puissent agir ainsi? Les bureaucrates disposent d'atouts pour amener les décideurs politiques à avaliser leurs demandes, les citoyens. Monopole de l'information et de l'expertise. Par exemple, dans le domaine des affaires économiques. Les fonctionnaires peuvent donner des subsides aux entreprises ou aux demandeurs d'emploi et seule l'administration qui octroie ces subsides collecte les informations concernant les démarches et autres. Personne d'autre ne les possède. Réseau de relations. Lobby ou sponsors, parlementaires, ministres responsables du département. Pour obtenir un soutien dans leurs demandes, leurs relations accepteront de les soutenir lorsque c'est dans leur intérêt. Ils essaieront ensuite d'augmenter l'enveloppe budgétaire et de gagner un certain pouvoir politique. Formation de coalitions d'intérêts, bénéfices limités ou concentrés aux profiteurs, coûts étalés sur l'ensemble des payeurs. Les fonctionnaires chefs de service possèdent un réseau de relations assez vaste et peuvent identifier parmi les bénéficiaires de la politique publique des profiteurs, sans pour autant que le bénéfice qui leur soit accordé lèse les citoyens. Par exemple, l'aide aux agriculteurs. Le budget européen est énorme et les subventions qui en découlent sont assez importantes. Le fonctionnaire, dans ce cas-là, peut dire qu'il peut les aider à augmenter le budget, mais comme les coûts sont étalés sur l'ensemble des payeurs, l'ensemble des citoyens, ils sont moindres. Résultat.
1. Les bureaucrates penchent toujours en faveur de l'augmentation des dépenses car cela conforte leur pouvoir. 2. Cela aboutit à une surproduction de biens et services au sens d'inefficience de marché, c'est-à-dire l'augmentation du niveau de production au-delà de la limite où le gain social est maximal pour la collectivité. Conséquence. L'État s'endette, donc augmentation des impôts à terme. Et détournement de ressources au détriment du secteur marchand. Il s'agit d'user des ressources financières octroyées à l'État de manière plus efficiente en investissant dans d'autres secteurs que l'activité économique afin de trouver un meilleur usage du budget. Recommandation. Réduire drastiquement la taille de l'État. L'une des manières est un retour d'activité produite et régulée par le marché. Libéralisation, privatisation, égale opérateur privé. Question. Le gestionnaire public n'est-il guidé que par son intérêt personnel? Public service motivation. Les agents publics agissent en fonction de motivations autres que l'intérêt personnel. À supposer que ce soit le cas, la recherche de l'intérêt personnel passe-t-elle nécessairement par un accroissement de budget? En outre, est-il seul à décider? Le lien fait est un peu rapide. Ce n'est pas parce que l'on recherche son intérêt personnel que cela passe forcément par une augmentation de l'enveloppe budgétaire. Ensuite, un fonctionnaire n'agit pas seul, malgré son pouvoir d'influence. La rémunération du fonctionnaire n'est-elle pas déterminée en fonction de son rang, carrière? Ses prestations ont-elles un lien immédiat avec le budget dont il a la charge? Il n'y a aucun lien entre la rémunération des fonctionnaires et le montant du budget qu'ils gèrent. Cette dernière doit seulement être liée au rang occupé dans l'administration dans le modèle weberien. Quid des dispositifs de contrôle sur les dépenses publiques? Dans toutes les administrations, un contrôle des dépenses est fait. Par exemple, la Cour des comptes en Belgique, auxiliaire du Parlement. Niskanen ne sous-estime-t-il pas l'influence des gouvernants et des groupes de pression dans les décisions budgétaires? Il y a un dialogue entre le pouvoir politique et les groupes de pression qui ne mènent pas forcément à une augmentation de l'enveloppe budgétaire, parfois même au contraire, ils mènent à la réduction de celle-ci dans le cas où ils ne veulent pas qu'on augmente les impôts. Conclusion. La conception de Niskanen repose sur un modèle économique trop simple. Vision assez monolithique, c'est-à-dire formée d'un seul bloc de pierre, de l'administration et des fonctionnaires. Réduction à un problème d'allocation de ressources, restrictif et non en accord avec la réalité, et néglige le laborieux processus de la décision politique en démocratie. Les fonctionnaires sont loin d'être les seuls dans l'élaboration du budget. Les politiques prennent le relais face aux propositions données par l'administration. Cependant, ce courant du public choice et ce raisonnement économique a eu beaucoup d'influence, malgré ses failles, sur la vision de la bureaucratie qui a suivi.